Kafi, c'est le vice-directeur chargé de la recherche. Monsieur le doyen, c'est le doyen de la faculté de tout ce qui est informatique, électronique, intelligence artificielle et de notre discussion ce matin, c'est le doyen de la faculté des hydrocarbures, c'est le vice-doyen de la faculté des hydrocarbures. Et M. Khaldi Amin, c'est le responsable, la cellule centrale au niveau de l'université qui s'occupe de tout ce qui est start-up et projet d'innovation, brevet, même ce volet, il a pris un gros morceau de notre discussion ce matin. ولا بريس نشكرهم ثاني على المجهودات ودائما راهم معنا بالحقيقه يعني سيتو محمد وكمال بارك الله فيهم. Donc sans trop tarder, je passe la parole à monsieur le PDG, monsieur Samir. Merci monsieur le recteur. Bonjour, salam alaikum. Donc je me présente, donc je m'appelle Samir Omer, je suis le directeur général de Total Energy en Algérie. Donc je couvre l'ensemble des activités de Total Energy dans le pays. Donc en fait on est présent ici en Algérie dans différentes activités. Donc, les activités amont, pétrolières, gazières, mais également les activités de distribution, la distribution de lubrifiants et également bitume actuellement. Alors ce que je voulais partager avec vous, donc aujourd'hui en fait notre nom c'est Total Energy. Alors je pense que beaucoup de vous nous connaissent sous le nom de Total. Donc on a changé en fait d'identité visuelle, le logo est nouveau et le nom est nouveau depuis mai 2021, donc c'est récent. Et en fait, ce changement s'inscrit dans une démarche de changement de stratégie de la compagnie. Et ce changement de stratégie, il est la conséquence des changements climatiques qui impactent aujourd'hui la planète. Et aujourd'hui, donc Total Energy a décidé d'adapter sa stratégie justement aux enjeux climatiques mondiaux en développant toujours plus d'énergie, mais en tout cas en réduisant l'impact sur l'environnement. Par exemple électrique photovoltaïque, donc ce qu'on appelle les énergies décarbonées, donc qui émettent pas ou très peu de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc cette stratégie donc, qui est en ligne avec les objectifs de la COP 2021 en 2015, ce qu'on appelle le Paris Agreement, les accords de Paris, où l'ensemble, et l'Algérie a signé également cet accord de Paris, il s'est engagé sur des niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc cet engagement qu'on a, que la compagnie a, c'est traduit dans une stratégie différente et aujourd'hui on investit un quart de nos investissements totaux, un quart de nos investissements sont des investissements dans les énergies décarbonées. Donc à terme, la vision Total Energy, mais qui est la vision aussi partagée par l'ensemble des acteurs, la vision c'est plus d'énergie, parce que l'énergie en fait c'est ce qui fait directement le niveau de vie, c'est ce qui donne un niveau de vie, je dirais, confortable aux populations. Il y a une corrélation dans le monde qui est relativement claire entre le niveau d'accès à l'énergie et le niveau de vie des personnes. Les personnes qui vivent correctement sont des personnes qui ont accès à l'énergie. Quand on n'a pas accès à de l'énergie, généralement on vit de manière moins confortable. Donc la vision c'est donner plus d'énergie, en revanche produire moins d'énergie carbonée pour ne pas avoir d'impact négatif sur la planète. Donc voilà, donc ça c'est la nouvelle stratégie qu'on a. Donc ça, je voulais c'était juste entre parenthèses pour vous donner un peu de fond sur ce qu'on réalise au niveau de la compagnie. Maintenant pour ce qui porte ma venue aujourd'hui, donc déjà merci beaucoup de m'accueillir. Et c'est un plaisir pour moi de venir ici, donc c'est pas du tout une contrainte, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui ici, pour différentes raisons. Premièrement, c'est la première fois que je viens à Ouargla, donc pour moi c'est une première. J'avais planifié à plusieurs reprises de venir. Les aléas de la vie ont fait que j'ai pas pu venir à Ouargla, donc ça me fait plaisir d'être pour la première fois ici à Ouargla, donc ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, avoir un partenariat, développer un partenariat avec l'université de Ouargla, c'est Malbah de Ouargla, c'est quelque chose d'important pour nous. Pourquoi? Parce que au-delà de la vocation, je dirais, économique que Total Energy a ici en Algérie, Total Energy est présent en Algérie depuis plusieurs décades. Ça fait très très longtemps qu'on est présent dans le pays. Et on a vocation justement, dans notre présence dans le pays, d'accompagner le développement de l'éducation de jeunes, d'accompagner, de développer notre ancrage local, également, de nouer des partenariats pour aider, et comme le disait Monsieur le Recteur, aider au développement global de l'Algérie
de ses enfants et de l'éducation qui est apportée aux jeunes Algériens. Donc moi je suis algérien, j'ai un parcours qui est le mien et ce qui me ferait plaisir moi quand je viens en Algérie, en étant en Algérie, c'est d'avoir des jeunes qui se développent, qui aient accès à la formation pour pouvoir accéder à des postes à responsabilité dans différentes entreprises internationales. C'est un objectif moi, qui est le mien et c'est un objectif globalement pour les enfants d'Algérie. Voilà. Donc, dans ce qu'on fait, on a une activité économique, mais on a également une activité d'accompagnement de la population algérienne, des Algériens dans leur développement. Et ça me fait extrêmement plaisir, moi personnellement, aujourd'hui, de signer cette convention qui va en fait apporter au niveau de l'université un savoir-faire, une expérience, puisqu'on a des professeurs, dans la compagnie, on a des professeurs expérimentés qui sont passés. Ce qui est important aussi, ce sont souvent des professeurs qui sont passés par des postes de terrain. Donc au-delà de l'aspect académique, il y a une expérience de terrain. Et ce qui est important, c'est que ces personnes-là qui pourront intervenir ici et former des jeunes étudiants, leur apporteront une vision pragmatique également de l'enseignement qu'ils vont apporter, que ce soit dans monsieur le doyen de la partie pétrolière, gazière et énergie renouvelable, mais également d'autres activités sur lesquelles nous pouvons intervenir. Donc voilà, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir accueilli si chaleureusement. Et maintenant, si vous voulez bien, on peut passer à la suite des cérémonies. Donc, merci M. Samir. Juste un rappel, après la discussion, ils ont plusieurs actions sur le territoire algérien. Même d'après aussi à Adrar, il dit ici pour aider les jeunes et l'impliquer dans le monde professionnel ou éducatif. Donc, même pour la nouvelle stratégie de notre ministère pour les startups, M. Samuel Haq, il a ouvert les portes au Farahna, nous sommes prêts d'aider et d'éclaircir le chemin pour les porteurs de projets. Même si on arrive à avoir 2, 3, 4 startups, c'est déjà quelque chose comme concret pour quand même aider ou encourager les autres étudiants à suivre cette démarche. Et les fruits, je crois, de la première étape de cette convention, ils sont prêts de ramener des enseignants le mois de juin, Inch'Allah, expérimentés du domaine pour donner des cours, des conférences, des conseils pour les jeunes étudiants. Merci beaucoup pour cette action, ces démarches, cette opportunité, la vision vers Ouattara et surtout vers l'université de Ouattara. Merci. On continue. Donc, راح
guider des questions, des éclaircissements. Et là, elle nous profite l'occasion de sa présence à l'université. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue au sein de notre institution. Donc, je vous remercie pour votre investissement et votre engagement. Surtout à un moment très opportun où justement nous sommes en train de basculer vers l'auto-entrepreneuriat, nous sommes en train d'encourager l'auto-entrepreneuriat. Donc, juste à titre d'information, dans le cadre du nouveau décret, le 1275, qui régule l'engagement des étudiants, on va dire, pour gérer leur start-up et démarrer leur start-up. Donc c'est, pour vous donner une petite idée, ils continuent leur formation de master sans problème, on va dire d'être soutenus, voire aidés au niveau de l'incubateur et aussi au niveau du centre de recherche d'analyse physico-chimique. Donc l'apport est là pour une grande compagnie à voir dont elle dispose, ça ne peut être que bénéfique pour eux. Donc juste à titre d'information concernant les chiffres, dans le cadre de la mise en application du dit décret, donc nous avons eu 570, à peu près plus de 570 projets, donc dont plus d'une soixantaine au niveau de la lab, qui sont bien sûr répartis entre l'incubateur et le centre de recherche d'analyse physico-chimique. Donc je tiens juste à vous dire, parce que j'en suis fier, que cette université regorge de talents et de compétences. Donc je présume qu'à l'avenir, vous allez le constater par vous-même, vous n'allez pas être déçus. Enfin, j'espère et je le sais. Je vous remercie de votre visite et de votre engagement surtout. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention et merci également pour la confiance que vous portez à Total Energy dans sa capacité à accompagner les jeunes dans leur projet de start-up ou de développement de start-up. On en parlait tout à l'heure avec monsieur le recteur justement. Il y a Total Energy en fait depuis quelques années en fait lance. Alors, on essayait de le faire toutes les années, avec le Covid c'est un peu plus compliqué, mais globalement, quasiment chaque année, on organise ici en Algérie donc un challenge qui s'appelle le challenge Start-Upper. Et donc c'est un challenge qui permet à tous les jeunes qui sont dans une démarche de développement de start-up, ou même des jeunes qui ont une idée, mais qui n'ont pas encore mûri et avancé dans le processus de développement de start-up. Donc ça ouvre la porte à tous ces jeunes pour proposer leur idée. Et de la même manière, on fait appel à une sorte d'incubateur qui va nous faire un screening de l'ensemble de ces soit idées, soit start-up en développement. Et donc c'est une sorte de concours qui in fine, va identifier deux gagnants. Donc un gagnant qui va être le gagnant de la start-up qui a le plus de potentiel, et un deuxième gagnant qui va être gagnant, quand je dis gagnant, c'est gagnant ou gagnante. Le deuxième qui va être le jeune qui a l'idée qui donne le plus de perspectives dans la création d'une start-up. Donc on identifie deux gagnants, et ces deux gagnants en fait sont supportés d'une part financièrement, mais pas également, ensuite elles bénéficient d'une formation et également d'un coaching pour pouvoir avancer dans le développement de leur start-up. Alors c'est ouvert à tout le monde, donc ce qu'on discutait justement ce midi, c'est pour la prochaine organisation de ce challenge Start-Upper, on va communiquer spécifiquement au sein de l'université pour que justement les plus de 500, soit idées, soit start-up en devenir, puissent, si elles le souhaitent, appliquer et passer au travers des filtres pour récupérer. Ce qu'on disait ce matin, sur plus de 500 idées, statistiquement, il doit y avoir quelques-unes qui doivent être intéressantes à développer. Donc voilà. Ça c'est une première démarche. Ensuite, on a d'autres discussions qui viendront un peu plus par la suite, spécifiquement sur ce que vous faites au niveau de l'incubateur ici à l'Université de Ouargla. Mais effectivement, c'est un sujet qui est intéressant et sur lequel on est présent. Et on souhaite en tout cas, au travers du Challenge Start-Upper dans un premier temps,
puis par la suite, on verra comment on peut coopérer. On souhaite donner l'opportunité aux jeunes étudiants d'ici, de l'université de Ouargla, de pouvoir postuler et peut-être gagner le prix. C'est donc, Monsieur Amin, donc il y a deux volets spécialement pour Ouargla. Donc, une journée qui pour un cas particulier. C'est 2024. Oui. En 2024, il faut se préparer au moins pour être parmi les candidats. Donc, je souhaite le bienvenue pour monsieur le responsable de Total Énergie à Algérie. Donc, je m'excuse, je n'ai pas assisté à la discussion, mais les ambitions, c'est le côté recherche et innovation. Par exemple, on peut lancer des projets de recherche avec Total Énergie. Est-ce que nos chercheurs et nos laboratoires peuvent intégrer avec vos centres de recherche ou bien avec des laboratoires qui nous appartiennent ou bien qui appartiennent à vos partenaires pour qu'on puisse développer la chose dans l'axe, les axes surtout le zéro carbone, c'est l'axe porteur, c'est un axe porteur ou c'est un axe d'actualité. Merci pour votre question. Alors, la recherche, c'est un sujet extrêmement important pour l'énergie. On dépense plus d'1 milliard de dollars par an en recherche et développement sur différents types de sujets. Alors, que ce soit les sujets, je dirais, patrimoniaux, d'exploration, de production d'hydrocarbures, mais plus encore maintenant, justement, dans le développement des énergies décarbonées, qu'on appelle également l'énergie renouvelable. Donc c'est un sujet extrêmement important pour l'énergie parce que je dirais notre capacité à être compétitive d'un point de vue économique demain réside en partie sur notre capacité à être innovant dans les technologies qu'on va développer. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui justement, il y a d'énormes challenges aujourd'hui qui sont liés au développement d'énergie, à la production d'énergie décarbonée. Ce sont des sujets qui sont encore relativement récents. On peut prendre comme exemple le développement d'éoliennes offshore, on peut prendre comme exemple également l'hydrogène, l'électrolyse de l'eau. C'est des sujets qui sont mouvants, mais aujourd'hui il est clair que d'un point de vue technologie, on n'est pas encore extrêmement mûr et mature pour développer, par exemple, pour produire de l'hydrogène. Aujourd'hui, encore l'hydrogène qu'on produit aujourd'hui est encore beaucoup trop cher. On arrive au travers de l'électrolyse de l'eau à produire de l'hydrogène, mais les technologies d'aujourd'hui font que le coût de production est encore trop élevé. C'est un peu comme les panneaux photovoltaïques. Dans les années 2010, entre 2010 et 2018, les coûts des panneaux photovoltaïques ont été divisés par 4. Grâce à la recherche et développement, grâce à l'introduction de nouvelles technologies. Et on anticipe la même chose sur l'hydrogène, on anticipe la même chose sur les éoliennes offshore, sur la production énergétique à partir des marées. Donc il y a énormément de sujets aujourd'hui qui vont avoir besoin de recherche et développement. Donc on est positionné sur la recherche et développement. Je disais qu'on dépensait plus d'1 milliard de dollars par an. Et toute initiative de partenariat, d'échange, de collaboration sont des sujets qui sont intéressants pour Total Énergie. Alors la discussion peut être ouverte, on traitera bien évidemment les sujets les uns derrière les autres et en regardant quel est l'impact bien évidemment du sujet qui sera discuté, mais toutes ces discussions autour de la recherche et développement sont des sujets qui sont intéressants pour nous et sur lesquels on veut être accord. Donc on est ouvert à la discussion. Félicitations pour la signature de la convention et j'espère que ça va apporter beaucoup de fruits pour l'entreprise Total Énergie, également pour l'université de Ouargla et aussi pour les étudiants, nos étudiants.
ma question, c'est parce que comme Total Énergie, on connaît Total Énergie par l'énergie, les hydrocarbures et le gaz, la oil et le gaz. Et ma question, est-ce que l'entreprise Total Énergie s'intéresse à l'intelligence artificielle dans ses activités, surtout pour la recherche et développement et l'exploitation des données en fait. Moi, en tant que doyen de la faculté d'informatique, nous avons des équipes de recherche qui travaillent sur la digitalisation, l'intelligence artificielle. Et après la signature de cette convention, on aimerait bien en fait, concrétiser le travail dans ce domaine-là. Surtout le ministère de l'Enseignement supérieur a mis l'année 2023, c'est l'année de l'intelligence artificielle. Pourquoi pas ça serait super d'engager dans ces axes-là. Je ne sais pas si Total je sais qu'elle a les compétences nécessaires pour travailler dans le domaine de la mobilisation digitale, en particulier de l'IA en fait. Merci pour la question. Alors, je vais revenir comme sur la recherche et développement. Alors, il y a l'IA et il y a de manière plus large la digitalisation. La digitalisation, c'est un sujet, de la même manière que l'est la recherche et le développement, c'est un sujet majeur pour Total Énergie. Pourquoi? Parce qu'on associe à la digitalisation, on associe l'amélioration de l'efficacité globale de fonctionnement d'entreprise. Sur des sujets opérationnels, par exemple, si je prends l'exemple par exemple du traitement de données subsurface, géophysique, sismique des sous-sols. Aujourd'hui, on a en France, donc à Pau, on a un calculateur qui s'appelle Pangea, qui est le plus gros calculateur au monde, et qu'on utilise aujourd'hui pour quasiment remplacer l'action humaine dans le traitement des données au travers de l'intelligence artificielle, par des routines développées par ce calculateur qui vont bien évidemment beaucoup plus vite que le traitement humain et qui d'un autre côté donc nous font gagner en termes d'efficacité globale. Donc c'est un sujet extrêmement important et c'est un sujet sur lequel Total Énergie a annoncé, donc quand on annonce aux communautés financières des chiffres, on a déjà annoncé sur la digitalisation des chiffres de réduction globale de coûts, globaux de la société liés justement à l'introduction et au développement de la digitalisation. Alors l'IA en fait partie, et donc on a des programmes internes de développement de l'intelligence artificielle pour supporter et nous assister dans les opérations qu'on a, alors, que ce soit les opérations effectivement pétrolières gazières, mais également les nouvelles activités qu'on développe plutôt dans le renouvelable et dans les énergies décarbonées. Donc c'est un sujet important et c'est un sujet, tout comme la recherche et le développement, qui est mis en avant au sein de la compagnie pour les années à venir, comme levier en fait d'amélioration de la performance globale de la compagnie. Parce que lui, en fait, il couvre tous les domaines. Exactement. Pas s'en passer. Exactement. Salam alaikum. Donc, avant tout, on se félicite par la signature de cette convention. Nous espérons qu'elle apportera de plus à nos universités, chercheurs, étudiants, enseignants, travailleurs, ainsi que votre entreprise, la société. Total, c'est un nom, c'est-à-dire qui a une grande valeur algérienne, donc Total, qui ne connaît pas le nom Total en Algérie, donc et on vous remercie de ce pas, d'être venu jusqu'ici pour signer cette convention.
certainement, donc, ensemble, on va réussir. Inch'Allah. En tant que doyen de faculté de sciences appliquées, qui forme pratiquement 5 grandes disciplines, à savoir le génie mécanique, le génie électrique, le génie du procédé, le génie civil et l'hydraulique, et un petit peu l'électrotechnique. L'électrotechnique et un petit peu l'électronique, c'est-à-dire on travaille ensemble. Donc on a plusieurs axes de recherche qui tournent autour des activités d'énergie et des activités pétrolières. Par exemple, la valorisation des sous-produits des puits pétroliers, tels que le traitement de volets de forage, qui cause un problème écologique énorme à notre région. On a pas mal de docteurs qui travaillent sur ce thème et on souhaite, je ne sais pas s'il y a une clause pour collaborer ensemble dans la résolution de ce problème écologique que vit notre pays. Aussi, la valorisation des produits dérivés du pétrole, en l'occurrence le bitume. Donc, on ne peut pas développer un champ de forage sans fabriquer des pistes. Donc, le bitume est très important dans le développement des villes et de l'industrie. Donc, aussi, on a une spécialité du travail public. Il y a pas mal de docteurs et d'étudiants en master et en start-up qui proposent des thèmes sur ce sujet de traitement du bitume. Parce que quand on dit bitume, surtout dans une région qui est caractérisée par un climat très chaud en été, on a mesuré la température du bitume en plein soleil vers les heures de 13h, 14h, ça dépasse les 70 degrés. Donc, mois d'août, ce soleil, donc on a un problème d'écoulement du bitume. Donc, auparavant, on fabriquait du bitume en associant les sables de dune. Donc, il y a pas mal d'axes de recherche qui sont en cours de développement pour valoriser nos grands gisements de sable de dune dans la fabrication des pistes à base de bitume et de sable de dune. Donc, il y a pas mal d'axes de recherche sur cet axe. Aussi, il y a l'axe des énergies, c'est-à-dire l'énergie solaire, les panneaux, voilà, les panneaux. Donc, et dernièrement, c'est-à-dire suite aux recommandations de notre présidence, donc il y a le traitement des eaux et l'adoucissement des eaux sahariennes, parce que nous avons un grand gisement d'eau lambienne, mais hélas, elle n'est pas potable à 100%. Donc voilà. Donc voilà, c'est quelques axes de recherche qu'on développe actuellement et nous souhaiterais les développer ensemble. Merci. Merci. C'est très large. Hein. Vous avez balayé de partie. Vous avez commencé avec les bourbiers de forêt, vous êtes passé par les bitumes, vous êtes passé par le photovoltaïque, vous avez terminé avec le traitement des eaux. Vous allez bien. C'est des sujets très très larges, il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses à faire.
c'est des sujets qui sont familiers pour moi. Le traitement des bouts de forage, moi j'ai commencé ma carrière sur le banc de forage. Donc c'est quelque chose qui est familier et on a développé, l'industrie a développé différentes méthodes pour le traitement des bouts de forage. Alors on a plus de problèmes avec les bouts à l'huile comparé aux bouts à eau qui sont un peu plus, je dirais, un peu plus neutres vis-à-vis de l'environnement. Il y a énormément de technologies ou de méthodes qui existent aujourd'hui pour traiter ces bouts à l'huile. Mais ça veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à chercher peut-être des technologies qui sont plus efficaces que celles qui existent aujourd'hui, parce que celles qui existent aujourd'hui, celle à laquelle je pense aujourd'hui dans notre environnement qui regarde de manière beaucoup plus sensible l'impact sur l'environnement, c'est des technologies d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, il faudra en chercher de nouvelles. Typiquement pour les bouts de fourrage, ce qu'on faisait il y a 15-20 ans, c'est qu'on les brûlait. On avait des grands incinérateurs et on prenait les remblais de fourrage. On mettait les remblais de fourrage qui contenaient encore des résidus huileux. On les mettait dans des énormes incinérateurs et c'était notre manière d'inerter, de rendre inerte le remblai de fourrage. Alors ça fonctionnait il y a 20 ans. Aujourd'hui, dans un contexte où on essaie de réduire, pour ne pas dire de s'affranchir d'émissions de gaz à effet de serre, ces technologies aujourd'hui, il faut en chercher d'autres. Vous avez raison, on évolue en fait au fil des ans avec les enjeux qui évoluent également. On évolue sur les technologies et rechercher sur le traitement des remblais de forage huileux. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un sujet à regarder effectivement pour les opérations à venir. Pour ce qui est des bitumes, on est présent également, on développe, et en Algérie on a cette activité. Donc, on est distribué du sable des dunes qu'on incorpore dans le bitume. Chez Total Energy, on incorpore des polymères pour justement rendre la tenue mécanique du bitume beaucoup plus je dirais flexible par rapport aux aléas de l'environnement, dont la température quand il fait chaud, mais pas uniquement la température, et également les mouvements de terrain, les précipitations. Donc on a effectivement développé des technologies qui aujourd'hui ne sont pas sur le marché, parce que le marché algérien n'a pas encore intégré ces nouvelles technologies qui sont plus chères que du bitume classique. Mais on a encore une approche, en Algérie, on est encore sur une approche où on préfère développer du bitume basique, quitte à le refaire quand il s'abîme, plutôt qu'aller sur un niveau de qualité en bitume plus élevé qui coûte plus cher. Mais je pense que ça va, c'est une question de préparation du marché. Le marché va venir à ça, donc on aura, je pense, ce type de nouveaux bitumes de spécialité qui arriveront sur le marché. Les panneaux photovoltaïques, oui, on regarde parce qu'effectivement on s'est lancé, aujourd'hui Total Energy s'est lancé dans le développement et dans la génération électrique à base de photovoltaïque. Ici en Algérie, il y a depuis décembre 2021, le premier appel d'offres, je pense que vous connaissez la stratégie de l'Algérie. L'Algérie a développé une stratégie de développement de renouvelables qui a comme ambition de développer 15 gigawatts d'énergie renouvelable à 2035. Donc c'est à peu près 1 gigawatt par an. Donc là, comme le premier gigawatt n'est pas encore sorti, c'était en 2020 qu'on avait lancé cette stratégie, on a pris un peu de retard. Donc ce qui se passe, c'est que l'Algérie a lancé en 2021 son premier gigawatt en appel d'offres. Et il y a 2 mois, a lancé 2 gigawatts supplémentaires pour combler le retard de 2020 et 2021. Donc l'Algérie s'est lancée aujourd'hui dans le développement des renouvelables et Total Energy est présent, c'est quelque chose qui nous intéresse, donc on regarde et on va, je l'espère, répondre à cet appel d'offres pour pouvoir commencer à avoir nos premières activités en renouvelables. Et là, pour ce qui nous concerne, c'est du développement de panneaux photovoltaïques dans le désert. Il y a 5 locations aujourd'hui qui sont identifiées, mais globalement, ce sont des activités sur lesquelles on se positionne. Donc le développement des panneaux photovoltaïques est important. Pourquoi? Parce que dans ces appels d'offres, ceux qui remportent les appels d'offres sont ceux qui proposent le kilowattheure le moins cher. D'accord. Donc quand on propose, pour proposer un kilowattheure le moins cher, il faut
avec le même panneau, la même surface, plus le panneau photovoltaïque est efficace, plus il va générer de l'électricité avec le même apport en soleil. Donc il y a un enjeu majeur qui est la technologie utilisée sur les panneaux photovoltaïques. Pour le même panneau, si la technologie est meilleure, on génère plus d'électricité, donc le coût, in fine, au kilowattheure est moins cher. Donc pour pouvoir gagner ces appels d'offres, il faut être technologiquement performant. Donc il y a un vrai enjeu dans le développement et la recherche autour des panneaux photovoltaïques pour améliorer l'efficacité de ces panneaux photovoltaïques. Et donc c'est des sujets sur lesquels... Comment ? Exactement. C'est des sujets sur lesquels on a traitement de l'eau également. Alors on a beaucoup travaillé au sein de l'énergie sur le traitement des eaux de récupération sur nos opérations pétrolières. Sur des opérations pétrolières, typiquement les fracturations hydrauliques, on récupère énormément de volumes d'eau, mais ce sont des volumes d'eau qui sont entre guillemets contaminés, puisque pour fraquer les roches, on mélange à l'eau des additifs, et donc les retours qu'on a de ces eaux sont avec des additifs qu'il faut qu'on nettoie. Donc on a beaucoup travaillé sur le traitement des eaux. Le traitement des eaux de l'Albien peut s'apparenter à ce type de recherche qu'on a avancé pour des... Je vous remercie pour votre présence parmi nous. Pour la faculté des hydrocarbures, il y a deux paramètres principaux. Le premier paramètre, c'est sur les deux volets principaux. Le premier volet, c'est la formation, parce que nous avons presque 20 types de formation, entre master et licence. Donc, c'est le volet formation. L'autre volet, c'est le volet recherche. Donc, le volet recherche, généralement, vous savez que notre réserve sont en fonction de trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre top. Donc, notre équipe de recherche, généralement, les recherches sont axées sur le taux de récupération. Il y a une possibilité, on peut travailler ensemble sur ce paramètre. Le deuxième paramètre, c'est l'énergie renouvelable. Je pense que l'énergie renouvelable, c'est l'énergie la plus adaptée. Ensuite, c'est l'énergie solaire. Une période chaude, juillet, août. Dans les deux volets, on peut tisser des relations ensemble. Les deux points. Le troisième point, c'est les stages pratiques pour les étudiants. Des chantiers surtout la production et le forage. Les expertises à les équipements. C'est de la formation. La formation, c'est l'objet de la convention qu'on signe aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, avec cette convention signée, on va faire venir des professeurs qui sont experts dans leur domaine et qui vont faire bénéficier les étudiants de formations pétrolière, gazière, énergie renouvelable. Donc, la formation, c'est sur la transition énergétique. Donc, ça va expliquer comment justement le monde va faire le passage de l'énergie fossile à des énergies décarbonées. Mais globalement, l'ensemble des formations traiteront de différents sujets que vous avez évoqués. Pour ce qui est de la recherche, alors vous avez mentionné ce qu'on appelle le jargon pétrolier, les EOR, Enhanced Oil Recovery. C'est des sujets qui ne sont pas récents, donc c'est des sujets sur lesquels l'industrie a énormément travaillé en fait, sur les EOR. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler, mais c'est des sujets sur lesquels la littérature scientifique est extrêmement riche. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, le sujet qu'on regarde particulièrement dans les EOR, c'est un sujet qui a un double effet. C'est un sujet qui potentiellement va effectivement améliorer le taux de récupération de l'hydrocarbure, mais en même temps séquestrer du CO2.
Donc en fait, c'est des EOR au travers d'injection de CO2. Donc c'est captage de CO2 à l'atmosphère. Exactement. Réinjection de CO2 dans un cadre EOR et en même temps séquestration du CO2 dans les réservoirs. Donc ça, c'est un sujet c'est le sujet aujourd'hui, je dirais, hot topic, le sujet chaud, recherche et développement qu'on met aujourd'hui, c'est comment faire d'une pierre deux coups, améliorer la récupération et en même temps séquestrer du CO2. Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup et on pourrait effectivement échanger sur les sujets qui sont d'importance pour nous en termes d'OR et en même temps en termes de préservation de la planète en séquestrant en fait les émissions de gaz à effet de serre. Des actes de recherche sur l'injection de CO2 sur c'est toujours sur le même axe, c'est la l'injection pour améliorer la récupération. Nous savons tous que pour le taux de récupération les environs de 30 ans, peut-être 35, presque c'est 70% des huiles. Bien sûr. On ne peut pas les extraire. Bien sûr. Pour les gaz, le taux de récupération les alentours de 70%. Donc il y a un énorme travail qui peut se développer surtout sur le progrès technologique. Vous avez tout à fait raison. Et juste un élément que je partage avec vous pour contextualiser. L'attrait, l'intérêt ou l'enthousiasme qui existait dans l'industrie il y a 20 ans ou 30 ans sur l'OR, et spécifiquement, comme vous le rappelez, sur les huiles, parce qu'en fait, les taux de récupération sur le gaz sont ce qu'ils sont, ils sont élevés. Donc il n'y a pas à aller chercher sur le gaz, ça reste entre guillemets marginal par rapport à ce qui est récupéré. En revanche, sur l'huile, sur certains gisements, une grande partie de l'huile reste en sous-sol. La motivation, l'attrait, le dynamisme qu'il y avait sur ces sujets, aujourd'hui, est un peu moindre. Pourquoi ? Parce que globalement, le monde regarde l'après-pétrole. Donc ce qui, il y a 30 ans, faisait extrêmement sens, aujourd'hui, va le faire de manière ponctuelle dans certains pays, par exemple, qui produisent toujours de l'huile. Mais globalement, au niveau mondial, il y a moins d'attrait pour cette technologie-là, parce que les gens regardent déjà à l'après. Regardent à l'après-pétrole. Aujourd'hui, l'IAE, par exemple, recommande, ce qui n'est pas du tout la vision en tout cas de l'industrie pétrolière et gazière, mais l'IAE aujourd'hui a annoncé officiellement que pour respecter les ambitions de l'accord de Paris de 2015 en termes d'augmentation de la température de la planète, il faut dès à présent arrêter toute exploration pétrolière. Ça, c'est une position de l'IAE. Une position quand même, c'est l'organisme de référence dans le monde sur l'énergie. Donc c'est une position qui est forte. Donc, avec ce type de position aujourd'hui, l'EOR, malheureusement, en fait, pâtit de ce genre de position parce que les gens regardent à l'après fossile. Alors, on continue à travailler sur des sujets comme celui que vous avez mentionné avec l'injection de CO2, parce que c'est un sujet qui répond aux deux problématiques. Récupérer plus d'énergie fossile, mais derrière, en ayant quand même comme deuxième ambition, capter du CO2 pour réduire l'impact négatif sur la planète. C'était juste pour partager un peu avec vous la vision industrie sur l'OR. C'est des sujets très intéressants sur lesquels on travaille et on pourrait effectivement échanger. Puisqu'actuellement, en 2022, c'est la production, c'est toutes sortes d'énergie. La production algérienne, 185 mégathèques. Presque un quart en consommation interne. Presque un quart en consommation interne. Bonsoir monsieur, soyez le bienvenu à l'université, bonsoir votre équipe qui vous accompagne, chers collègues. Mes chers collègues, ils ont parlé sur le volet de formation et recherche scientifique. Moi, je vais essayer de parler, si c'est possible, pour l'accompagnement des clubs scientifiques au sein de notre établissement, d'une manière d'agir et de transmettre cette culture de transition vers de nouvelles technologies, surtout à savoir l'énergie renouvelable.
au sein de notre communauté universitaire et ainsi que notre communauté extra-universitaire. Est-ce qu'on pourra faire bénéficier, suite à cette signature du contrat-programme, d'un programme spécifique pour les clubs scientifiques au sein de notre université afin d'établir un point d'action dans ce cadre? Et merci. C'est juste ce qu'ils ont pour eux, lancer pour un programme de 2 ans, 3 ans, une moyenne à court terme ou à long terme, dans le cadre des clubs scientifiques et la phase de transition et les besoins en matière de connaissances, de savoir-faire, surtout en matière d'énergie, cette vision nouvelle en matière d'énergie. Merci. Merci. Si vous voulez juste gentiment m'expliquer ce que c'est les clubs scientifiques. Donc les clubs scientifiques, c'est l'ensemble des étudiants qui ont une thématique, qui vont travailler. Je cite un exemple, la faculté de hydrocarbures. On a une dizaine de clubs scientifiques. 6 clubs scientifiques. Ils ont rapporté. Vous pouvez présenter votre club scientifique, monsieur le doyen. Au niveau de notre faculté, nous avons 6 clubs scientifiques. C'est le club pétrolier. C'est quoi le club scientifique? C'est quoi le club scientifique? Dans l'organisation internationale du pétrole, SPE. L'SPE. C'est Société pétrolière ingénieure. Notre club, c'est le club de la géologie. Les 2 clubs même sont participés à des compétitions internationales. Le club scientifique pétrolier club en 2019 est parmi les 10 premiers du monde. Le club scientifique. Au niveau international. Le club de la géologie pour 2 fois consécutives, la 3e place en Afrique, après l'Égypte et le Sud-Afrique. On a 6 clubs scientifiques vraiment très actifs. La participation au niveau national, au niveau continental, au niveau international. C'est des groupes d'étudiants qui s'organisent eux-mêmes. Oui. C'est ça, ils sont dans différents cursus. Différentes disciplines. Et ils s'organisent entre eux. Il y a un groupe dans une spécialité donnée et il active en dehors de la tâche pédagogique. D'accord. Ils participent à des manifestations, ils font des activités pour leurs collègues. Et ils ont toujours un problème d'accompagnement en matière de formation et en matière, surtout, c'est pour leur projet. L'unique voie qu'ils possèdent, c'est les startups. Mais parfois, ils ont des invitations par des institutions telles que les citées par M. le doyen, mais ces clubs n'arrivent pas à participer vu qu'il n'y a pas de sponsoring, je ne sais pas, même telles que l'institution qui peut améliorer les compétences afin que leurs idées peuvent être réalisées et apporter une valeur ajoutée en matière de ce domaine, surtout le domaine de l'énergie renouvelable en général. Certes, je me passe, je voulais lancer le volet, monsieur, dans votre communication, vous avez parlé de l'impact de votre investissement qui est orienté vers le côté formation, civilisation et éducation. C'est-à-dire, si c'est possible, est-ce qu'on peut, surtout, on fait participer la communication jeune, c'est avec les étudiants, les avis des étudiants, et de faire en sorte que ce savoir se transforme dans une éducation vers les scolarisés, pour les lycéens, vers d'autres établissements, afin que ce soit une culture générale pour abaisser moins la consommation d'énergie carbonisée vers l'énergie non carbonisée telle que nous avons dans notre communication. Merci. J'ai peut-être pas été clair, je vais juste clarifier. Un quart des investissements du Total Énergie
a vocation au développement des activités décarbonées. Oui, j'ai tenu cette... C'est ça. Pas de la formation, c'est des activités. Une partie, bien évidemment, ça va être de la formation pour développer les activités, mais c'est des activités en général décarbonées. Mais je comprends bien, donc, dans les clubs scientifiques, là, ce sont tous des étudiants de l'université. Oui. Donc, en fonction des clubs, cette convention pourrait s'appliquer. On pourrait développer une formation spécifique à un club. Au lieu d'avoir une formation dédiée à un cursus, on pourrait également dédier une formation spécifiquement pour les membres d'un club également. J'imagine, donc on pourrait effectivement dans les activités des renouvelables, et il y a énormément de formations dans le cadre justement de Total Énergie et professeurs associés qui traitent des renouvelables. Et la première formation de juin traitera en partie des renouvelables, puisque le sujet c'est la transition énergétique. Et dans la transition énergétique, in fine, ce vers quoi on s'oriente, ce sont les renouvelables. Ce que j'attends de ces formations, c'est plutôt c'est-à-dire c'est de développer des compétences transversales chez les étudiants. C'est-à-dire en dehors de la formation au niveau au sein de l'université, on peut développer d'autres compétences telles que par des professeurs, par des intervenants qui vont les mettre en... C'est ça. C'est l'objet de la convention. Oui. Ce sont généralement des tâches qui se font en parallèle de la formation. Oui, académique. Oui, c'est un complément de formation. C'est un complément de formation et qui sort effectivement du cursus académique et qui est développé également par des externes qui donnent une vision un peu différente, oui, qui apporte une vision un peu différente aussi. Celle qui est donnée par les enseignants à l'université. Exactement. Une vision différente. Différente parce que ce sont des personnes qui ont pour beaucoup d'entre elles travaillé dans l'industrie, donc qui ont une vision qui met opérationnelle également de ces sujets-là, et également une vision différente parce que ce sont des personnes qui sont amenées à voyager et à intervenir partout dans le monde, donc une vision très très large de ce qu'on fait un peu partout dans le monde. Donc je pense que ça apportera, puis échanger pour échanger les étudiants, pour que les étudiants, je pense que c'est une chance d'avoir des étudiants à Ouagbla qui peuvent échanger avec des experts internationaux, c'est une chance, pour échanger avec des personnes qui viennent d'ailleurs, qui ont une vision complètement différente, etc. C'est riche, c'est extrêmement riche. Mais généralement, on se trouve confronté aux différentes avis, surtout le problème de différencement, le billetterie pour la prise en charge. Bien sûr. Oui, ça c'est pratique. Oui, madame. Bonjour à tous.